Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo à part. Elle va parler de chemtrail. C'est nul! Pourquoi? Eh bien parce qu'on me gonfle de plus en plus avec cette théorie et je voudrais enfin vous donner une bonne fois pour toutes mon sentiment au sujet. Pardonnez-moi, cette vidéo sera dense et longue. L'apparition de cette hypothèse, comme quoi les avions sont utilisés pour pulvériser des produits sur les populations humaines à leurs dépens, est apparue dans le courant de l'année 96 aux USA. Tout est parti d'un rapport de l'US Air Force sur les possibilités de modifier artificiellement le climat en injectant des produits dans l'atmosphère. Hypothèse soulevée et toujours à l'étude, mais très rarement appliquée en raison de résultats plus que discutables. J'en veux pour preuve les tornades qui ravagent tous les ans le Midwest, la sécheresse qui touche la Californie depuis quelques années, ainsi que les ouragans extrêmes qui ont frappé les côtes des USA ces dernières années. Comme moyen de contrôler le climat, on a vu plus performant. Sachant que les USA sont la première puissance au monde, on se demande s'ils ont réellement la possibilité de contrôler le climat. Depuis le milieu des années 90, donc, nous avons une explosion des théories conspirationnistes concernant ces traînées que l'on voit dans le ciel. Selon ces théories, ces dernières sont utilisées pour contrôler le climat, contrôler les populations humaines, contrôler les humains en les droguant, détruire la nature, provoquer des tremblements de terre, préparer le grand remplacement qui verra les cycles naturels disparaître au profit d'un monde intégralement mécanisé, préparer le retour de Satan, en finir une bonne fois pour toutes avec les vidéos sur les chatons. Bref, les chemtrails servent donc de support à une multitude de théories, toutes plus folles les unes que les autres, de prime abord. Qu'en est-il ? Les chemtrails seraient des substances relâchées par des aéronefs dans le ciel de la planète afin de remplir toute la série de méfaits énumérés plus haut. Ces substances sont relâchées par des avions militaires de l'OTAN, des avions civils, le produit étant introduit à bord des avions à l'insu des pilotes, du personnel navigant et des responsables de l'avitaillement des appareils. Bref, c'est si bien organisé que l'on n'arrive pas trop à le savoir. Un coup c'est les militaires, un coup c'est les États via les avions civils. Les produits relâchés dans les chemtrails sont tous plus ou moins nocifs à forte dose pour les humains et le milieu naturel. Ainsi, grâce aux prélèvements réalisés par des laboratoires scientifiques, c'est important, indépendants, on y a retrouvé aluminium, barium, calcium, magnésium, titane, fibres de polymères et agents pathogènes, virus ou bactéries. Plusieurs rapports mentionnent ces produits suite à des prélèvements d'eau de pluie récoltés au sol. Les chemtrails sont distincts des contrails, des traînées de condensation, dans la mesure où ces premiers persistent dans le ciel alors que les seconds se dissipent en quelques minutes. En effet, les chemtrails finissent à force d'épandage par voiler complètement le ciel. Quelquefois, les chemtrails se parent de teintes de couleur jaune, orange, mais le fait que ces observations ont été réalisées au crépuscule ou à l'aube ne permet pas d'en faire une caractéristique significative pour les identifier, faut avouer. Pour résumer, la seule manière de distinguer un chemtrail d'un contrail, c'est le temps qu'il va mettre à se dissiper. Alors, les nuages, c'est composé de quoi? 0 pointé pour ceux qui ont répondu de vapeur d'eau. C'est une fausse idée. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace qui sont de la vapeur d'eau condensée ou cristallisée. On va les appeler des condensats. La vapeur d'eau, c'est quoi? C'est un gaz invisible et inodore. Une casserole d'eau qui bout produit de la vapeur d'eau. Vous en expirez en respirant. Les plantes en produisent des quantités énormes via l'évapotranspiration. La vapeur d'eau s'échappe des sols et eau réchauffée par le soleil. Enfin, la sublimation des glaces et neiges en libère également. Cette vapeur d'eau est présente partout dans l'atmosphère, bien évidemment en quantité plus ou moins importante selon les lieux et les altitudes. S'il est évident qu'on n'en trouvera pas beaucoup de vapeur d'eau au-dessus des déserts tropicaux ou polaires, cette quantité explose au-dessus des océans et des forêts tropicales. Bref, au même titre que l'azote, l'oxygène et le CO2, la vapeur d'eau est un des composés principaux de l'atmosphère. Elle représente 0,5 à 5%. Ce taux est extrêmement variable en fonction des paramètres évoqués plus haut. En fonction de la température de l'air, le taux de vapeur d'eau qui la compose va varier. Un air chaud pourra contenir plus de vapeur d'eau et un air froid moins. On parle de la saturation. Au-delà de cette saturation, la vapeur d'eau va se condenser ou se cristalliser. Pour simplifier, vous refroidissez un air saturé de vapeur d'eau et la vapeur va se condenser. C'est tout con, c'est un phénomène naturel. Donc là, on est dans une pièce où l'air est saturé en vapeur d'eau. La vapeur d'eau, on la voit pas.
elle est invisible. Comment on fait pour l'observer? Un truc tout con. On fait changer la température d'une surface. De la buée qui se forme. La vapeur d'eau se condense. La vapeur d'eau, elle est présente, hein, mais sous forme de vapeur, elle est invisible. Pour l'observer, il faut la condenser ou la cristalliser, ça dépend. Dans un congélateur, elle va se cristalliser. À l'air libre, elle va se condenser. Et va former ces gouttes d'eau qui vont se déposer à la surface d'une surface froide. Et voilà, et les gouttes d'eau vont se regrouper les unes avec les autres et ça va finir par faire des vraies grosses gouttes d'eau qui vont couler et ruisseler le long du verre. Voilà comment on fait de la vapeur d'eau. Voilà comment on observe de la vapeur d'eau. Comment on peut comprendre qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'air. La surface du verre se refroidit, la vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère va se condenser à la surface du verre. Vous pouvez l'observer chez vous. Mais alors, les nuages, c'est quoi? Les nuages sont des masses d'air qui transportent des gouttelettes ou cristaux d'eau. Ces deux éléments étant visibles, les nuages deviennent alors opaques et visibles. Ils se forment quand l'air saturé en vapeur d'eau qui les compose refroidit, soit en raison de l'élévation de cette masse d'air, l'air s'élevant en altitude en raison de courants aériens qui viennent buter sur le relief, ou en raison de courants ascendants, la pression va alors diminuer. Plus on monte, moins la pression atmosphérique est élevée. La pression diminuant, l'air se refroidit. Détendez un gaz, il se refroidit. L'air se refroidit, la vapeur d'eau se condense. Ou soit parce qu'une masse d'air chaud vient en contact d'une masse d'air froide, c'est le cas des nappes de brume par exemple. Il y a cependant un élément primordial qui rentre en compte dans la formation des condensats, les noyaux de condensation. Comme je vous l'ai montré avec le verre qui refroidit, la vapeur ne peut se condenser que sur des surfaces. Pour le verre, c'est la surface du verre, ça peut être la végétation pour le cas de rosée matinale, bref, n'importe quelle surface froide fera l'affaire. En revanche, dans l'atmosphère, c'est les noyaux de condensation qui jouent ce rôle. Ces derniers sont composés d'aérosols présents dans l'air. Poussière, grains de pollen, cristaux de glace, suie. Dans ces derniers, point de nuage. Coup de chance, les noyaux de condensation sont présents quasiment partout. Donc, pour créer un nuage, il faut qu'un air saturé en vapeur d'eau et contenant des noyaux de condensation soit refroidi. Le nuage va donc durer plus ou moins longtemps, cela en raison des paramètres atmosphériques. Si l'atmosphère qui le contient est stable, le nuage va rester tel qu'il est. Si l'air qui le contient continue de refroidir, les condensats, les gouttes d'eau, les cristaux de glace vont continuer de se former, le nuage va croître, on va voir des précipitations se former. Si au contraire l'air se réchauffe, le nuage va se dissiper par évaporation des condensats. Enfin, si le nuage se développe dans une masse d'air non saturée en vapeur d'eau, le nuage va se dissiper, toujours par évaporation des condensats. Ainsi, certains nuages ne vont exister que quelques minutes alors que d'autres peuvent persister des jours. Que se passe-t-il quand un avion crée une traînée de condensation? Eh bien, le phénomène est quasiment similaire. Les traînées de condensation sont observées la plupart du temps dans la zone d'altitude de croisière des avions de ligne, à savoir 10 km au-dessus du niveau de la mer. À cette altitude, l'air est très froid, moins 40 à moins 60 degrés Celsius. Cet air est relativement calme en comparaison des conditions aérologiques qui existent plus près du sol. Hormis des courants aériens type jet, les mouvements convectifs sont plus rares. Donc l'air n'est pas brassé en continu et la formation de nuages est moins fréquente. C'est par exemple la zone de formation des cirrus, des nuages assez diffus et peu structurés. Quand un avion en réaction arrive dans ce milieu, l'air est ingéré par les réacteurs. Cet air contient de la vapeur d'eau et des noyaux de condensation. L'air est comprimé dans le réacteur, je rappelle que l'air comprimé se réchauffe, et on y fait cramer du kérosène dans la chambre de combustion du réacteur, afin d'accroître la poussée. L'air chauffé par la combustion prend du volume, la pression augmente dans la chambre de combustion et l'air chauffé ne peut sortir que par la tuyère d'échappement. L'air en étant injecté de l'avion lui fournit une poussée qui fait avancer l'avion par le principe d'action-réaction. Une fois que l'air est éjecté de la tuyère d'échappement, que se passe-t-il? Eh bien, il se détend immédiatement. En se détendant, il se refroidit. Je rappelle qu'un gaz qui se détend refroidit. Vous laissez une bouteille de gaz ouverte, vous allez voir que la surface va se refroidir.
En se refroidissant, la vapeur d'eau contenue dans l'air éjecté va se condenser ou se cristalliser quasiment immédiatement sur des noyaux de condensation présents. Ces noyaux de condensation, que sont-ils? Ceux déjà présents dans l'air à cette altitude, plus les suies de combustion du kérosène rejetés dans les gaz d'échappement. On retrouve alors toutes les conditions nécessaires à la formation d'un nuage, à savoir de l'air saturé en vapeur d'eau qui se condense sur des noyaux de condensation à cause d'une baisse rapide de température. Il n'y a rien de plus suspect dans la formation d'une traînée de condensation. Donc avec cette petite expérience, je montrais comment on crée artificiellement un nuage. Quels sont les composés qui rentrent dans la constitution d'un nuage. Comme on l'a vu, comme je l'ai expliqué en théorie, il faut qu'il y ait de la vapeur d'eau. Donc pour alimenter ce récipient en vapeur d'eau, eh bien, on va mettre de l'eau que j'ai chauffée à la bouilloire. Donc on ne va pas en mettre beaucoup, hein. On en met juste un tout petit peu. Voilà, un peu. Donc l'eau est chaude, vous allez voir, il a bué sur la paroi de la bouteille. Et puis on va rajouter des suies. Alors les suies, on va mettre juste un petit bout de papier qu'on va faire un peu cramer. Voilà. Hop, on rentre dedans et on a fermé. Donc le papier, il s'est éteint dans la flotte, hein. Comme vous pouvez voir, il y a très peu de fumée à l'intérieur. Donc il suffit de brasser tout ça de manière à ce que les suies soient bien mélangées à la vapeur d'eau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la pression à l'intérieur du récipient. Donc en augmentant la pression, il suffit d'écraser la bouteille. Et quand on libère la pression, le gaz se détend et se condense instantanément sur les suies, sur les noyaux de condensation. On va commencer. Vous voyez, j'invente rien. Le gaz, la vapeur s'est condensée instantanément à l'intérieur du récipient et ça rend la partie opposée complètement opaque parce que le gaz s'est détendu. On va recommencer. Vous voyez la chaise derrière, on la voit par transparence. J'écrase, je libère la pression et la chaise, on la voit quasiment plus. La vapeur d'eau est devenue visible et s'est condensée parce que le gaz qui est à l'intérieur de la bouteille s'est détendu. En se détendant, il s'est refroidi et la vapeur d'eau s'est condensée. Voilà. Mais alors pourquoi certaines traînées disparaissent très vite alors que d'autres non? Pour exactement les mêmes raisons que pour les nuages. Si l'air qui contient des condensats reste stable et ne se réchauffe pas, eh bien les condensats ne vont pas s'évaporer ou se sublimer. Ils vont alors s'éparpiller dans l'air au gré des courants aériens. Au contraire, si l'air se réchauffe ou n'est pas à saturation en vapeur d'eau, les condensats vont alors s'évaporer et la traînée disparaître. Mais alors les chemtrails, ça existe ou pas? Si on considère que le gaz d'échappement d'un avion est un épandage et une pollution chimique, alors oui. Si par contre on considère que ce sont des épandages délibérés de produits chimiques dans le but de nuire aux populations humaines, alors non, les chemtrails n'existent pas. Parce que pour le moment, la seule dichotomie qui permet aux spécialistes des chemtrails de les identifier est leur durée de persistance dans le ciel. Et nous avons vu que ce paramètre est complètement illogique. Espèce d'aveugle. Je vois de temps en temps des traînées qui s'interrompent comme si l'avion coupait ses sprays à produits chimiques. Au même titre qu'un nuage va avoir une zone où il va se former, la traînée de condensation ne peut se former que si les conditions atmosphériques lui sont favorables. Ainsi, l'avion peut traverser des zones où l'air est localement plus ou moins saturé en vapeur d'eau, ce qui va jouer sur l'évaporation ou la persistance des condensats dans le secteur défini. Tu es un sale vendu au système. Je vois des fois le ciel qui est quadrillé par les chemtrails. Si les conditions atmosphériques sont favorables à la persistance des condensats, alors les courants aériens vont pousser ces traînées dans une direction au fil des minutes. Chaque avion passant générant une traînée dans le couloir aérien. On peut vite arriver à croire que le ciel a été quadrillé, alors que non, c'est les traînées qui se sont déplacées à cause du courant aérien. Sale troll. Des fois je vois des avions qui font demi-tour ou des ronds. Les avions civils suivent des circuits établis. Ils circulent dans des couloirs aériens. En revanche, il n'est pas rare que les avions militaires fassent des manœuvres d'entraînement impliquant boucle et demi-tour.
Pauvre mouton. Quand j'étais petit, on ne voyait pas autant de chemtrails. D'une, les souvenirs sont complètement subjectifs. Je rappelle l'engouement pour l'effet Mandela. Et de deux, le trafic aérien a été multiplié par 3 au cours des 20 dernières années. Il est donc plus logique d'observer plus de traînées de condensation. Qui plus est, dans les années 80, aller de Grenoble à Paris en avion coûtait 900 francs par personne via Air Inter. Une fortune à l'époque. À l'heure actuelle, aller de Lyon à Porto coûte moins de 100 € aller-retour. Le trafic aérien a littéralement explosé. De plus, les traînées de condensation existent et sont observées depuis le début de l'aviation. Sataniste de merde. Et les analyses chimiques des chemtrails. Ces analyses portent sur des eaux de pluie collectées au sol, en aucun cas sur des prélèvements in situ. Par exemple, il aurait été facile pour une équipe de chercheurs d'équiper un avion renifleur. On fait circuler ces aéronefs dans la zone où se trouvent les chemtrails pour y faire des prélèvements et on analyse. Trop cher? Alors on bricole comme ça se fait maintenant un ballon sonde. On l'équipe pour qu'il fasse des prélèvements d'air dans la zone des chemtrails et on relâche un jour où les épandages sont importants. Enfin, on peut se servir d'un spectromètre pour analyser à distance les substances relâchées par les avions. Pourquoi aucune de ces techniques n'ont été employées au profit de prélèvements d'eau de pluie dans lesquels absolument tous les polluants rejetés par l'activité humaine sont présents? Comment savoir si ces polluants ne proviennent des chemtrails ou d'une usine chimique distante de 300 km? Les molécules des chemtrails ont des petites valises avec l'étiquette de l'aéroport où elles ont embarqué? Absolument rien ne permet de dire qu'elles proviennent des chemtrails. C'est d'ailleurs fort pratique pour ces fameux rapports de ne pas trop s'éterniser sur les méthodes de collecte. Pourquoi les prélèvements ne sont pas réalisés in situ? Parce qu'ils savent pertinemment quels seront les résultats, à savoir pollution d'origine aérienne classique. N'oublions pas que ces laboratoires se font du pognon en entretenant volontairement la psychose sur les épandages chimiques. Les gens soucieux pour leur santé et ceux de leurs proches seront plus prompts à donner du pognon à des labos, entre guillemets, qui leur promettent la vérité. Lol, toi tu as voté Macron. Et les matériaux fibreux que j'ai retrouvés dans mon jardin, tous ces fils qui volent dans l'air. C'est à cause d'une bataille d'oreillers? Pareillement, on ne sait pas d'où proviennent ces fibres. Elles peuvent effectivement être produites par des avions, ce qui est fort peu probable, mais plus vraisemblablement par l'activité humaine. Si elles sont par terre, elles peuvent provenir de partout. Et non, j'ai pas voté Macron. Et je souligne que j'ai souvent vu des vidéos montrant des fils d'araignée ou du plancton aérien comme preuve de ces retombées. Sale bâtard, on va te trouver et te tuer. Et les photos de bidons dans les avions, c'est quoi? Tout simplement des bidons d'eau utilisés pour tester le centrage de masse des nouveaux avions. On remplit ces réservoirs de manière à simuler la masse des passagers et des bagages et on fait circuler cette eau de manière à modifier le centre de gravité de l'avion. Ainsi, on peut déterminer comment il va se comporter en vol, en fonction de la répartition des passagers et du fret. Ça évite par exemple un décrochage intempestif. Ça peut foutre la merde. Pourriture, on a vu une vidéo avec un liquide qui s'échappe de l'aile d'un avion. Oui, et cela s'appelle une procédure de vidange de carburant. Un avion se pose toujours moins lourd qu'au décollage, car il a consommé du carburant. S'il se pose en ayant le même poids, il risque de péter les trains d'atterrissage. En cas d'atterrissage d'urgence, et si la masse de l'avion est trop élevée, on procède à une vidange au préalable des réservoirs. Et les images de tableau de bord avec la commande chanterelle, c'est du flan, pauvre idiot. C'est simplement des photomontages, c'est du trollage les mecs. Ouais, c'est ça. Sale vendu, tu vas brûler en enfer. En attendant, la conspiration des épandages chimiques soulève une tonne d'incohérences. Quantité prodigieuse d'avions dédiés à cette entreprise. Où se pose-t-il? Qui les pilote? Implication d'une population énorme. Pilotes, mécaniciens, avitailleurs, contrôleurs à radar, chimistes, biologistes, personnel d'entretien des bases aériennes. Et personne ne témoigne. Les produits répandus à 10 km tomberaient sur toute la population mondiale, y compris les familles des salariés de l'entreprise. C'est idiot. Les produits sont pour le moment complètement inefficaces. La population humaine croît, les phénomènes climatiques destructeurs touchent toujours la plus puissante nation du monde, l'érosion de la biodiversité est due à la destruction des milieux naturels et aux épandages agricoles, enfin les grandes pandémies ont disparu. Les lichens, indices biologiques utilisés pour observer les effets de la pollution atmosphérique, se portent bien dans les zones naturelles d'Europe, alors que les chemtrails touchent soi-disant l'intégralité de la planète. On observe très peu de chemtrails au-dessus des zones tropicales, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. La taille des réservoirs des avions contenant des chemtrails permettant de libérer des tonnes de produits chimiques sur des distances énormes
sais pas, ça n'existe pas. Pourquoi utiliser quelque chose d'aussi visible et flagrant? Pourquoi ne pas polluer discrètement les nappes phréatiques ou la nourriture plutôt? Les manifestations et les grèves en France sont la preuve que les effets zombifiants des chemtrails sont complètement inefficaces, faut avouer. Bref, comment apporter du crédit à une conspiration ne reposant que sur des hypothèses farfelues, des incohérences et aucune preuve tangible à ce jour? Je répète, aucune preuve tangible. À qui profite le crime alors? Eh bien, à des personnes qui ne peuvent exister que par le prisme de leur paranoïa. Ces gens ont besoin d'être écoutés et suivis. Si les suiveurs les accompagnent, ça entretient la dynamique du leader et ce dernier propose à ses disciples de nouvelles hypothèses, les persuadant d'être dans le vrai et d'être à part. Leur vie leur semble alors moins fade en entretenant ce sentiment de colère et de révolte contre des sociétés qui les empoisonnent à leur insu. Certains vont alors en tirer profit et se faire payer pour entretenir leur psychose. On demande des dons, on propose la création d'une association qui donnera l'illusion que des actions sont réalisées, alors que les bénéficiaires de ces dons vont s'enrichir. J'en veux pour preuve l'exemple de l'association Évidence, qui pour le moment ne fait que des copier-coller d'articles, récoltait de l'argent alors que l'association n'existait pas, et je crois qu'à ce jour elle n'existe toujours pas, a supprimé de sa page web la mention que les dons seraient déductibles des impôts, et n'a jamais tenté de me démontrer que je mentais en nous présentant les documents officiels de création de l'association, alors que cette dernière était censée exister depuis plus de 3 semaines. C'est Saber Solo qui l'avait dit. Des laboratoires peuvent également tirer profit de cette paranoïa en réalisant des analyses et en plaçant des pseudo-chercheurs sur le coup. Par exemple, il n'est pas rare que des personnes se fassent soigner par des faux médecins. Thérapie par des cristaux, radiesthésie, prière, marabout. En attendant, même des groupements comme Greenpeace, pourtant prompts à dénoncer les pollueurs, réfutent les chemtrails. Pourquoi? Parce que les preuves scientifiques n'existent pas. Pour finir, je ne nie pas que le transport aérien est une source de pollution. Je ne nie pas que les expérimentations d'ensemencement de nuages ont été réalisées, sans succès avéré. Je ne nie pas que des programmes scientifiques évoquant la géo-ingénierie sont à l'étude, mais qu'aucune n'a encore été développée vu les dangers que ça représente. Bref, tout cela est avéré, mais n'est en aucun cas lié à un programme d'épandage de produits chimiques dans l'atmosphère dans le but de détruire l'espèce humaine ou la contrôler. Voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mes connaissances sur le sujet. Et il n'est absolument pas impossible que cette vidéo contienne des imprécisions ou des erreurs. Je m'en excuse. Veuillez me les signaler dans les commentaires et je rajouterai les remarques pertinentes dans le descriptif de la vidéo. Je rappelle enfin que les commentaires de cette vidéo sont libres, contrairement à ceux des chaînes complotistes. Je ne tolérerai cependant plus les messages d'insultes. Si vous voulez être vulgaire, violent ou con, c'est votre problème. Mais l'exposer au reste des lecteurs ne plaide pas en votre faveur. Soyez adulte, bordel. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, soyez savants plutôt que croyants. À la prochaine.